nous allons parler de ce livre que vient d'écrire notre invité, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui, je le rappelle, est spécialiste des relations internationales, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, mais qui est auteur de plusieurs ouvrages. On n'en compte plus. Je me rappelle Thomas Sankara, vous avez fait un livre sur Thomas Sankara, sur Muammar Kadhafi, vous avez écrit également cet autre livre, Immigration et diaspora, un regard africain collectif, qui est un ouvrage collectif sous votre direction. Alors, on va revenir à Cheikh Anta Diop parce que je me suis demandé, mais pourquoi il l'a fait? Pourquoi vous avez tenu à faire ce livre sur Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales? Ben, tout simplement parce que Cheikh Anta Diop est généralement connu sous d'autres casquettes qu'il porte, avec beaucoup d'efficacité d'ailleurs. Quand on évoque Cheikh Anta Diop, souvent c'est l'action de l'égyptologue qui a quand même défrayé la chronique dès les années 50. Après, il y a Cheikh Anta Diop, l'historien, le chimiste même, puisqu'il conduit des expérimentations du carbone 14 à Dakar pendant très très longtemps. Il y a Cheikh Anta Diop, l'anthropologue, le sociologue, le linguiste. Bref, il a beaucoup de spécialités. Mais celle qui n'avait pas toujours été mise en avant, je crois, c'est que c'est un penseur des relations internationales. Et j'ai donc voulu explorer cette dimension de Cheikh Anta Diop pour montrer que non seulement c'est un penseur des relations internationales, mais c'est l'un des tout premiers penseurs de ce domaine pour l'Afrique. Et en tant qu'Africain, il a été l'un des premiers à écrire dès 1948 sur la nécessité de l'indépendance du continent et de l'intégration du continent. En plus, il a produit, ce que beaucoup de gens ne savent pas, une carte détaillée de l'industrialisation du continent. Et nous sommes en 1960, ce qui quand même est révélateur de quelqu'un qui a longtemps réfléchi sur les conditions d'un mieux-être des citoyens africains. Voilà. Merci beaucoup, professeur. On va revenir de long en large sur le livre dans quelques instants. Et cette union, il plaide pour cette union, tant sur le plan politique que sur le plan de l'identité. Donc l'union de l'Afrique, l'union identité de l'Afrique a été mise en exergue par Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, nous inspire. Cheikh Anta Diop, je le disais à l'entame de l'émission, d'une manière informelle, c'est le meilleur des ancêtres de l'Afrique, de mon point de vue. Certains parleront peut-être de Kwame Nkrumah, d'autres parleront, je ne sais pas, de Joseph Tunjan Mpuemi. Chacun a sa classe, chacun a sa liste et sa hiérarchie. Mais je pense que personne ne démérite. Par contre, Cheikh Anta Diop a apporté beaucoup à la construction de la fierté africaine. Il nous a révélé qui nous étions, quelle était notre valeur authentique, réelle. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir un livre comme celui-ci. Je félicite l'initiative. Pourquoi? Parce que l'Afrique fait face à un problème de révisionnisme des médias et de révisionnisme éditorial. Des chroniqueurs des chaînes de télévision en Occident et des pseudo-intellectuels, des intellectuels faussaires tels que les Stephen Smith, tels que les Petre Grenouillot, on a les Éric Zemmour qui falsifient Pascal Boniface avec les intellectuels faussaires, qui est le titre d'un livre de Pascal Boniface. Il a écrit un autre livre par la suite pour montrer qu'il n'y avait pas que des intellectuels faussaires. Il a dit les intellectuels intègres. Il a montré il a présenté les deux faces. Oui, il ne voit pas la vie seulement de façon sombre. Donc, l'Afrique vit sous le joug du révisionnisme de l'Occident. Des Occidentaux s'amusent à soutenir des thèmes du dimanche, comme quoi l'Afrique n'a rien à apporter à l'humanité. L'Afrique n'a rien apporté à l'humanité. L'Afrique est en retard. Dans l'histoire. Oui, l'Afrique est en retard. Et puis, vous voyez des hommes politiques, des dirigeants qui prennent ces révisionnistes comme des experts. Et puis, c'est des penseurs. Africaines. Et c'est eux qu'ils consultent. Et c'est sur la base de leur pseudo-science, leur fausse science, qu'ils parlent de l'Afrique et qu'ils font et établissent leur programme de relations internationales et de diplomatie africaine. Nous disons aujourd'hui, il faut que l'Afrique fasse entendre sa voix. Il faut des milliers et des millions de livres sur Cheikh Anta Diop, sur Joseph Tunjan Mpuemi, sur tous ces grands penseurs, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, vous savez, Sankara, Castor Ossende Afana. Oui, voilà des jeunes. Peu connu. Il n'est pas connu. Nous avons des ancêtres. Et je pense qu'il est temps de revenir, de marteler
Les autres ont les ancêtres, ils les citent. Mais nous citons les ancêtres des autres. Exactement. En tout cas, merci beaucoup au professeur Jean-Emmanuel Pondy pour ce livre que j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à lire. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du livre en lui-même. Et on reviendra avec le docteur Simon Diom tout à l'heure. Que faisait-il finalement? Il était spécialiste de quoi, Cheikh Anta Diop? Parce que vous le décrivez très bien au début du livre. Dans le chapitre, il voulait être expert dans l'aéronautique, il a fait mathématiques, il est anthropologue. Voilà. Donc, comment on arrive à faire autant de choses en même temps? Et surtout dans un contexte où ce n'était pas du tout la norme. D'abord, je voudrais remercier le docteur Simon Diom pour ses mots vraiment très profonds que j'accepte avec beaucoup d'humilité pour tout ce que vous avez dit. Nous nous efforçons de faire ce travail dont j'estime qu'il est de notre devoir de le faire. Alors, Cheikh Anta Diop est un phénomène, on pourrait dire ainsi. C'est un phénomène de son époque, de sa génération et de son temps. Il ne commence pas à être un boulimique du savoir et de la connaissance quand il va à l'université. C'est bien avant. Et je crois que le livre retrace déjà son parcours qui est à la fois Sénégal, excellent dans les sciences exactes, les sciences pures, comme dans les sciences sociales. Il est d'une égale excellence dans ces deux domaines, ce qui est déjà rare. Et il va passer donc non pas un baccalauréat, mais 2 baccalauréats. Un en mathématiques et l'autre en philosophie. Je dis que c'est exceptionnel parce qu'à l'époque, on vous contraignait à choisir une voie et une seule. Comment a-t-il réussi à convaincre les autorités de l'orientation de l'époque, qui n'étaient pas des Sénégalais, mais qui relevaient des académies françaises, à accepter de faire 2 baccalauréats qu'il a réussi tous les deux avec brio. Et il se rend donc en France, et une fois là-bas, il décide de poursuivre la dualité de son combat. Et à la fin, le jour où il soutient sa thèse, on lui demande pourquoi il a étudié tant de disciplines intellectuelles à la fois, et sa réponse, elle est éclairante. Il dit, pour nous, les jeunes acteurs de la scène politique africaine, de la scène sociale et culturelle africaine, nous devons être armés de tous les savoirs pour pouvoir faire face au monde moderne qui s'ouvre devant nous et qui va nous interpeller. Vous voyez que son souci n'est pas de venir improviser, de venir raconter des histoires, de venir faire de l'approximation, mais d'être le plus complet possible, dans autant de domaines que possible. Il a montré que c'est faisable et c'est quelque chose qu'il a réalisé. Alors, vous avez parlé de 2 baccalauréats. Je découvre également dans le livre qu'il a fait 4 thèses de doctorat, donc 2 principales et 2 qui ont d'abord été rejetées, et puis ensuite les 2 autres qui ont été acceptées. Alors, vous faites une anecdote assez, je voulais qu'on revienne là-dessus, parce que ça revient un peu à ce que disait le docteur Simon Diom, c'est sa fameuse soutenance, une soutenance très longue qui a duré plus de 6 heures. Vous qui êtes du milieu universitaire, vous savez qu'une thèse, généralement, c'est 3-4 heures, sa thèse a duré 6 heures, mais au final, une note décevante, juste la mention honorable. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, étant donné l'ampleur du travail qui avait été le sien? Je voudrais illustrer ce que le docteur Simon Diom m'a dit tout à l'heure. En fait, c'est une conspiration, pour être clair. C'est une conspiration. Il est porteur d'idées, d'émancipation, de libération culturelle et intellectuelle de l'Afrique. Mais le problème, c'est que nous sommes dans les années 1950. Où se négocie une indépendance sous contrôle, et de la France, et de la Grande-Bretagne, et de l'Espagne, et autres. Il s'agit d'une indépendance qui doit être donnée à dose homéopathique, mais surtout qui ne correspond pas à une libération totale. C'est pour ça que je parle de sous-contrôle. Ce qu'il propose, lui, est extrêmement dangereux, parce qu'il parle d'une libération et d'un auto-accomplissement de l'Afrique. Et il va se baser sur un passé qui a été longtemps caché et qu'il va révéler. Donc il est déjà dangereux à ce titre. Deuxièmement, il montre, et on revient au rituel de la thèse de doctorat est le rite le plus élevé de l'académie, du monde académique. Et il se présente comme un adoubement. Vous devez donc vous présenter devant vos maîtres que vous citez dans votre travail, et vous allez solliciter leurs travaux pour appuyer vos positions.
Or, Cheikh Anta Diop n'est pas en mesure de le faire, puisque les thèses qu'il défend sont en contradiction avec le jury, celle du jury qui est en face de lui. Donc, sa thèse passe d'un rite d'allégeance, en réalité, à un rite de défiance. Et on s'aperçoit de la, entre guillemets, dangerosité de Cheikh Anta Diop quand il répond avec aplomb à toutes les questions qui lui sont posées, en allant dans le détail. Et on se rend donc bien compte que ce monsieur a de la profondeur. Et il ne doit surtout pas servir d'exemple aux autres Africains et ne doit pas être autorisé par conséquent à entrer dans les amphithéâtres, lieux de subversion potentielle. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il y a unanimité. Parce que quand le jury prend la scandaleuse décision de lui décerner la mention honorable, qui est en fait un échec à ce niveau-là, il n'y a pas un avis dissident. Ce qui veut donc dire qu'ils se sont bien entendus pour tomber sur un consensus et dire nous allons nous assurer qu'il reste au niveau de chercheur, qui n'est pas mauvais, mais qui ne lui permet pas d'avoir le rayonnement auquel il a le droit de s'attendre. Ouais. Voilà. Alors, vous parlez également des contributions, c'est le point phare du livre, des contributions de Cheikh Anta Diop sur la scène internationale. Et j'ai été assez frappé de découvrir que c'est lui, dès le départ, qui émet déjà l'idée de la Renaissance africaine. Il parle déjà à quand la Renaissance africaine. Alors, comment est-ce qu'en 4 axes principaux, on peut revenir justement sur le rôle qu'il a joué par rapport aux relations internationales africaines? Cheikh Anta Diop est un éveilleur de conscience, en réalité. C'est un éveilleur de conscience avec tout ce que cela comporte de positif, mais de négatif aussi, parce qu'il a essuyé toutes sortes d'insultes. On va revenir là-dessus, voilà. Justement. Mais en fait, il était toujours droit dans ses bottes. Très très sûr de son fait, malgré les réprobations à gauche et à droite. Alors, la première chose qu'il fait, c'est de parler de renaissance africaine. Il ne parle pas de la naissance africaine. Non. Il dit la renaissance, c'est-à-dire qu'on éveille, on réveille quelque chose qui existait déjà. Et donc pour lui, quand il parle de l'Égypte, il ne parle pas de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire. Chez lui, ça n'existe pas. Non, parce qu'il n'y a qu'une Afrique qui s'est prolongée et qui a créé donc l'Égypte pharaonique. Mais je pense que le plus intéressant avec lui, c'est qu'il voit d'abord la nécessité de poser un préalable. Et c'est lui qui va exiger à l'UNESCO, chose rare, un colloque sur l'interprétation de l'histoire égyptienne. Il pose la question de savoir, est-ce que l'Égypte pharaonique était africaine ou non? Non. Oui ou non? Et pour la première fois, face à une vingtaine d'experts mondiaux qui viennent des meilleures universités du monde, ils sont 2 fils d'Afrique, 2. Ils étaient 3, mais il y en a un qui s'est débiné à la fin. Ils étaient 2. Théophile Obenga, toujours vivant, et lui. Et qui ont donc fait face de manière avec maestria. Et le rapport final est obligé de dire qu'il y a eu un déséquilibre entre l'extrême préparation des 2 et puis l'approche un peu évasive de l'ensemble. Révisionniste, voilà. Pour utiliser le terme du Mais à la fin, on a bien été obligé de reconnaître que la civilisation de l'Égypte était effectivement africaine. Et ça a été une grande victoire. Donc, il a assisté, il a été le précurseur de la réinterprétation de l'histoire des relations internationales africaines. Ça n'avait pas encore été fait. C'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique, en termes de relations internationales, va donc changer dès lors où on reconnaît ce lien entre le Sub-Sahara et le nord du continent. Ensuite, il va aller plus loin et s'apesantir beaucoup sur la question de la langue. C'est très important de comprendre ce qu'il dit. Il dit qu'on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se développer sur des langues des autres. Il ne dit pas que les Africains ne doivent pas apprendre les langues des autres. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit que la langue est un vecteur culturel. Et que nous devons réfléchir en nos langues, penser en nos langues, et définir en nos langues. Exactement. Et il recommande donc une langue transafricaine qui permet effectivement d'ouvrir l'Afrique aux Africains, de faire en sorte que la politique étrangère de l'Afrique soit comprise et par les non-africains et par les Africains eux-mêmes. Et il dit paradoxalement qu'en adoptant une langue, ça facilite même les investissements en Afrique. Bien sûr. Voilà. On n'a plus cette intégration que j'appelle
verticale, mais on aura une intégration horizontale. Et les investissements en Afrique, l'éducation en Afrique sera favorisée, la perception des Africains par eux-mêmes sera plus directe. Et il dit donc que la langue est l'une des clés justement de l'intégration culturelle du continent. Parce qu'il était linguiste aussi, on a cité beaucoup de cas. Entre autres. Cheikh Anta Diop. Alors, docteur Simodium, pourquoi est-ce que vous pensez, parce que vous avez dit des choses tellement élogieuses sur Cheikh Anta Diop, mais on a envie de dire, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il reste toujours une figure un peu oubliée? On peut le dire pour les autres. Est-ce que vous pensez justement que c'est parce qu'on est emprisonné par un mode de pensée? Parce que Cheikh Anta Diop, quand vous lisez le livre du professeur Jean-Emmanuel Pondy, vous découvrez tellement de choses et vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible que nous ne soyons pas au courant? Cheikh Anta Diop dérangeait de son vivant. Il dérange davantage encore mort. Vous savez comment ceux qui dérangent sont traités dans la mémoire. Quand je pense à la manière dont Achille Mbembe a décrit la dépouille, le sort qui a été réservé à la sépulture de Ruben Oumniobé, et je comprends que les héros vivants sont menaçants, mais quand ils sont morts, ils continuent d'être plus menaçants encore. Achille Mbembe nous décrit que Ruben Oumniobé avait été décapité et que, au moment d'être enterré, il avait été moulé dans du béton. Il avait été enterré, moulé dans du béton, pour qu'il y ait une absence de communication entre le mort, l'esprit du mort, qui était un mort héroïque, un personnage à part entière, un digne fils, un guide, puisqu'il s'appelait le Podol, et les vivants, afin que l'esprit de la libération, l'esprit de la dignité ne soit pas transmise aux générations futures. Alors ce rite de massacre de la sépulture de Ruben Oumniobé a traversé les époques et aujourd'hui encore, il massacre les génies de l'Afrique, nos ancêtres. Nous disons donc aujourd'hui, il est temps que les Africains, la nouvelle génération, ressuscite tous ces héros, tous ces génies, tous ces hommes de science, tous ces leaders qui ont fait des choses extraordinaires. Ouais. Et que les générations précédentes, d'une manière générale, d'une manière, quasi générale, puisque nous avons en face de nous un auteur courageux qui ne fait pas chorus avec cette option de massacre des héros. Alors, il faut que cette génération-ci et les générations à venir prennent conscience que rien ne leur sera donné et que ceux qui ont ourdi un complot contre la mémoire de nos héros, contre la dignité de l'Afrique et contre la renaissance de l'Afrique ne s'arrêteront pas en bon chemin. Et qu'il nous appartient à nous d'écrire des milliers de livres sur Cheikh Anta Diop, d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des pastilles, des petites vidéos pour divulguer, pour faire connaître Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop sera ressuscité et il sera le maître à penser des Africains. Nous allons y travailler. On va en parler tout à l'heure, justement. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pondy, pour sortir un peu du livre, on remarque qu'il ne faisait pas d'unanimité. Et ce que j'ai découvert dans le livre, c'est qu'il ne faisait pas d'unanimité depuis son Sénégal natal, bien sûr. En Afrique et en Europe. Alors, je voudrais qu'on revienne sur toutes ces critiques. On sait, et vous l'avez si bien mentionné dans le livre, qu'avec Léopold Sédar Senghor, c'était pas le grand amour. C'était pas le grand amour, et qu'il a été justement l'une des personnes qui a beaucoup travaillé à contester Cheikh Anta Diop, l'homme, et même ses travaux. Alors, comment est-ce qu'il a résisté, lui, à toutes ces différentes attaques qui étaient, rappelons-le, parfois très violentes? Oui. Cheikh Anta Diop était sûr de sa science. C'était ça le problème, en fait. La plupart des critiques qui lui étaient adressées, c'était sur la forme. Oui, tout ce qu'il raconte, ce n'est pas possible. Oui, mais on a vu ça, notamment son principal critique occidental qui était un certain Froment. Froment, oui. Donc, en fait, lui, il répondait à cela par des faits, par des dates, par des chiffres. Alors que les autres s'en allaient dans le domaine des sentiments. Oui, en disant qu'il n'est pas véritablement anthropologue, voilà. Il n'a pas... Mais je pense que quand un certain orateur arrive à l'université qu'il appelle frauduleusement de Dakar, mais qui en réalité est l'université Cheikh Anta Diop, je ne pense pas que ce monsieur est un historien. Je ne pense pas qu'il est habilité
il ait une habilitation à enseigner l'histoire de l'Afrique, mais il le fait quand même. Donc tout ça, ce sont des accusations qui me semblent irrecevables. Je voudrais répondre à votre question en disant que Cheikh Anta Diop avait été un homme méticuleux et il se préparait à l'avance aux critiques qui allaient lui être adressées. Et il répondait systématiquement et de façon détaillée à chacune des critiques. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fuyait la critique, qui avait peur de la critique. Au contraire, en bon universitaire, en bon penseur, il avait plutôt tendance à accepter ces critiques pour y apporter des preuves qu'il avait et qui pouvaient donc davantage éclairer sa démarche. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je crois que tout Africain qui voudrait faire avancer la cause de son continent est suspect. Il est suspect parce qu'il n'est pas dans la norme. Un bon Africain, c'est celui qui répète ad vitam aeternam que nous ne pouvons rien, nous ne savons rien et nous n'irons nulle part. Ça, c'est un bon Africain. Parce qu'il est le relais, je dirais, du misérabilisme que l'on veut propager en Afrique. Moi, quant à moi, je m'érige contre cette façon de voir et je crois que notre travail en tant que chercheur n'est pas simplement de dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, mais c'est de démontrer ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire et de dire que ce que nous pouvons faire n'est rien par rapport à nos potentiels. Et ces livres-là ont comme objectif de démontrer ce que certains Africains ont déjà fait et qui n'est même pas connu de la plupart des Africains. La preuve, c'est que ce livre, qui va être bientôt lancé sur le marché, parce qu'il a été un peu victime du Covid, mais les Africains n'ont pas en général l'habitude d'aller lire, de découvrir qui ils sont. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, vous irez parler de l'Afrique à qui? Parce que vous n'avez même pas les armes pour, en fait, être l'avocat de l'Afrique. Or, quand un Africain parle du bien de l'Afrique, sélectionne les aspects positifs de l'Afrique, on a sur lui un regard de suspicion. Oui. Mais quand un Européen fait de même, on applaudit. Oui. Quand un Américain fait la même chose, on applaudit. Oui. Mais nous n'avons pas le droit de dire que l'Afrique est en fait le berceau de l'humanité. Oui. C'est ce qu'avance Cheikh Anta Diop. Oui. Tout ne peut avoir qu'un antécédent africain parce que la terre entière est afro-descendante. Oui. C'est aussi simple que ça. Justement. Alors, vous parliez justement des choses que les Africains font et qui ne sont pas connues. Dans votre livre, qui est assez ancien, Immigration et Diaspora, notamment à la page 81, vous avez fait un travail assez remarquable, c'est que vous avez nommé des inventeurs d'origine africaine. Avec des numéros de patente. Avec des numéros de patente. Et on découvre, en parcourant justement ce livre, que le calmant contre la douleur a été inventé par un afro-descendant, Mérimou. Nous avons le chemin de fer pour train, nous avons les freins automatiques pour train, les bouches de secours incendie, système d'équipage des trains, table de cuisson à vapeur, frein de voiture, oui. Révélateur photographique, lampe électrique incandescente. Tout ça est donné avec le numéro de patente. Ce n'est pas des Ça veut dire que ce sont gratuites. des afro-descendants, des Africains, disons-le, qui les ont fait ces américains. inventions. On les appelle ce qu'on appelle les Africains américains, qui ont fait ces inventions, oui. Mais ce n'est pas toujours connu. Surtout que l'ascenseur. Voilà, surtout que parfois... Les feux de circulation. Les feux de circulation, qu'on utilise en Afrique avec admiration, en se disant que ça vient de très loin. Or, ce sont nos aïeux qui sont à la base de ces inventions. Et le révisionnisme a fait en sorte qu'on se retrouve dans une posture où des choses qui ont été créées par nos aïeux nous sont imposées comme des choses extraordinaires. Et tout. Je voulais justement mentionner ça parce que c'est très important. Malheureusement, le temps est très juste. Je voulais de manière spéciale recommander ce livre. Okay. Moi, j'ai pris 2 jours pour le lire. Il est juste extraordinaire en termes de révélation. Je connaissais Cheikh Anta Diop, mais pas autant qu'en découvrant dans ce livre. Et il est disponible sur Amazon déjà. Sur Amazon, oui. Donc, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous qui nous suivez en direct là sur les réseaux sociaux, vous pouvez le commander. Et il n'y a pas que Cheikh Anta Diop, parce que le professeur Pondi a décidé de travailler sur ces héros africains, méconnus, mal connus, qu'on tente de faire oublier. Il y a un livre sur Thomas Sankara que vous pouvez retrouver, sur Muammar Kadhafi. Muammar al-Kadhafi. Vous travaillez aujourd'hui, justement, l'actualité du livre de Muammar al-Kadhafi, malheureusement, se révèle être... Donc je voulais justement rappeler ça. Alors, précipitez-vous, essayez de l'acheter, lisez-le. Il vous enseignera beaucoup sur qui vous êtes et sur comment nous devons nous armer pour affronter les combats futurs.